Bonjour à tous. On va continuer à parler d'entropie des mesures semi-classiques obtenues à partir de fonctions propres du Laplacien. Donc la dernière fois, on avait commencé à donner la définition de l'entropie, la définition générale de l'entropie d'un système dynamique. Donc, d'une manière générale, on a un espace des phases grand X. On a une transformation mesurable de X dans X. Donc, X est menu d'une tribu et puis d'une mesure de probabilité. Et puis, on suppose que cette mesure mu est invariante par l'action de la transformation phi. Autrement dit, mu de l'image réciproque de n'importe quel ensemble, V est égal à mu de V. Alors ça, c'est le contexte général, mais nous, je vais peut-être écrire dans un coin à quelle mesure mu on veut l'appliquer. Je rappelle que l'objet auquel on s'intéresse, ce sont les fonctions propres d'un opérateur de Schrödinger. Et en fait, on va même se restreindre au cas où on a juste l'énergie cinétique, juste le Laplacien. Donc on est sur une variété compacte. Et puis même, en fait, on va la supposer tout de suite, puisque ça sera le contexte de ce cours, cette séance et de la suivante, on va la supposer de courbure négative. Sa dimension sera toujours notée D. Donc on va s'intéresser vraiment Bon, je garde les notations semi-classiques, mais on s'intéresse aux fonctions propres du Laplacien. Et on va s'intéresser à l'énergie proche de 1. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est que... Donc ce qui va nous intéresser, ce sont les éléments de matrice. On part d'une observable A et on regarde les éléments de matrice diagonaux qui lui correspondent. Ça, c'est l'objet vraiment qui nous intéresse. Et on avait dit que, quitte à extraire une sous-suite, dans la limite où la constante de Planck tend vers 0, on peut toujours supposer que cet objet-là, il a une limite. Et donc la mesure, ce qu'on cherche à caractériser, c'est la mesure mu ici. Donc on sait que mu, elle est portée par le fibré unitaire tangent. Et on sait qu'elle est invariante. Ici, le flot, elle va être invariante par le flot géodésique. Donc φT, c'est le flot géodésique. Et donc la définition abstraite que je vais donner, on a en tête de vouloir l'appliquer. Notre espace des phases, ça va être une couche d'énergie du Hamiltonien. Et puis la transformation phi, ça va être le temps 1 du flot géodésique. Donc, je vais essayer de ne pas effacer ça pour le garder en tête. Et donc voilà, on veut essayer de calculer, on veut essayer de pouvoir dire des choses sur l'entropie de cette mesure mu obtenue là-bas. Donc là, je vais continuer à donner la définition générale de l'entropie. Donc la définition générale. Donc je veux donner la définition générale de l'entropie d'un système dynamique classique, mais l'idée c'est ensuite de s'interroger sur l'existence d'un analogue pour un système dynamique quantique et surtout savoir si cette définition passe à la limite quand h bar tend vers 0. Donc on va diviser l'espace des phases en un nombre fini de morceaux. Donc, ce qui fait qu'on peut coder, entre guillemets, les points de l'espace des phases par des suites de lettres dans l'alphabet
dans un alphabet fini. À chaque point Y dans l'espace des phases, j'associe la suite de lettres telles que je veux que Y appartienne à P indice alpha 0, phi de Y appartienne à P indice alpha 1, phi au carré de Y appartiennent à P indice alpha 2, etc. Donc en fait, on raisonne sur des espaces de suite. Et on avait introduit la notion d'ensemble cylindrique. Donc si on se donne un mot de n lettres, l'ensemble cylindrique associé, c'est l'ensemble des points qui, tel que Y est dans P indice alpha 0, phi de Y est dans P indice alpha 1, et jusqu'au temps n, ou disons n-1. Autrement dit, c'est l'ensemble des points tels que le mot correspondant commence par les lettres alpha 0, commence par des lettres dont on fixe les n premières lettres. Et on avait fait 2 remarques sur la mesure mu. Alors j'identifie un petit peu l'espace des phases d'origine et puis son codage. Et on avait vu, ça je rappelle pour quand on voudra passer à la définition quantique. On a la propriété de compatibilité, que si je somme sur la dernière lettre, si je somme sur tous les alpha n possibles, je retombe sur mu de alpha 0, alpha n-1. Ça, c'est juste exprimer le fait qu'on a partitionné l'espace. Et une propriété une autre propriété, c'est que si je décale la suite, si je somme la somme des mesures de mu alpha moins 1, alpha 0, alpha n moins 1, donc si je rajoute une lettre au début et que je somme, je retombe aussi sur la mesure de l'ensemble cylindrique de départ. Mais alors ici, ça exprime le fait que la mesure sur l'espace de suite est invariante par décalage. Et cette invariance par décalage, elle provient de l'invariance de la mesure par la transformation phi. Et donc, ce qu'on fait après, c'est une fois qu'on a une mesure sur un espace de suite et qui est invariante par décalage, on applique la définition de l'entropie de Shannon, Donc, on regarde l'entropie correspondant à la partition en cylindre de taille n. La fonction grand H, c'est grand H de x, c'est moins x log x. Donc c'est la somme sur tous les mots de taille n-1. Et une propriété importante qu'on avait déjà donnée la dernière fois, c'est que c'est une propriété de sous-additivité. C'est que si je regarde Hn plus m, c'est plus petit que Hn plus Hm. Alors ça a une conséquence importante.
Alors de manière intuitive, ça veut dire que si j'ai une suite qui est sous-additive, si je regarde HN0, enfin déjà ça veut dire que HN0 est plus grand. Oui, ça veut dire que si je multiplie le temps par un entier K, l'entropie autant KN0. Ah oui, je suis un peu désolée, traditionnellement on utilise la lettre petit h pour l'entropie, mais j'ai aussi des h bar qui sont la constante de Planck. Là, c'est le h qui désigne l'entropie. Donc h, si je multiplie h autant k fois n0 est plus petit que k fois h en n0, ça c'est la sous-additivité. Autrement dit, si je regarde maintenant l'entropie par unité de temps, donc hn0 divisé par n0, c'est toujours plus grand que h kn0. Donc ça, c'est pour tout cas plus grand que 1. Ça veut dire que si on sait que l'entropie est très grande pour des temps grands, ça reste vrai pour des temps petits. Et cette remarque simple, en fait, c'est à la base de la propriété bien connue des suites sous-additives, que c'est le lemme classique sur les suites sous-additives, c'est que si on a une suite sous-additive, si on fait Hn sur n, cette limite existe. Et c'est égal à l'inf. Cette limite est aussi égale à l'inf sur tous les n de Hn sur n. Toujours Hn de mu p. Ça se démontre à partir de cette remarque-là. Donc la limite existe et est égale à l'inf. Et ça a une propriété importante, c'est que ça a une conséquence importante, c'est que l'entropie ne peut qu'augmenter par passage à la limite. C'est ce qu'on appelle la semi-continuité supérieure, je pense. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si j'ai une suite de mesures indexées par un paramètre, mettons, qui va être h bar dans notre cas, et qui converge vers mu, au sens, c'est une convergence faible, au sens où la mesure de chaque cylindre converge. Donc là, c'est une suite de mesures. J'appelle mon paramètre h bar parce que dans le cas qui m'intéresse, ça va être une suite de mesures indexée par h bar. Donc si j'ai une suite de mesures mu h qui a une limite, au sens où la mesure de chaque cylindre individuel converge, alors l'entropie de la mesure limite est toujours plus grande que la limite sup de l'entropie des mesures avant de passer à la limite. Ça veut dire que l'entropie ne peut que augmenter par un passage à la limite. Donc ça va dans le bon sens. Si pour chaque paramètre h bar, on sait dire que l'entropie est grande, ça va rester vrai à la limite. Et c'est ça qu'on voudrait essayer de faire dans la suite. Puis après, j'ai oublié de dire, mais le K et le S, c'est pour Kolmogorov et Sinai. Ah oui, alors cette limite, on l'appelle la limite quand n tend vers l'infini, c'est ce qui s'appelle l'entropie de Kolmogorov-Sinai. Et c'est pour l'instant relativement à la partition P, parce que tout dépend de la manière dont j'avais coupé l'espace. Et maintenant, si on veut juste parler de l'entropie de Kolmogorov-Sinai de mu, on prend le sup sur toutes les partitions P.
Donc on coupe l'espace en morceaux de plus en plus petits, mais en réalité, ce sup est très souvent atteint dès qu'on coupe. En général, c'est un max. Enfin, dans l'exemple qui va nous intéresser, ça sera un max. C'est-à-dire que souvent, quitte à prendre des morceaux assez petits, le sup est atteint. Voilà. Les brosses. Ah oui, et avant de passer à commencer à se demander quel serait un bon analogue quantique, peut-être quelques propriétés, quelques remarques. C'est que d'une part, si on part d'une mesure mu qui est portée par une trajectoire périodique, en fait, quand on écrit l'entropie au temps n, il n'y a toujours qu'un nombre borné de termes dans la somme. Donc Hn est borné, et quand on divise par n, la limite vaut 0. Et il y a le nombre de termes dans la somme, en fait, qui est non nul et borné. Une deuxième remarque qui est simple, c'est que si on sait que les mesures des cylindres décroissent exponentiellement vite, si on met cette borne dans la définition, et qu'on passe à la limite, en fait, on voit que l'entropie de Kolmogorov-Sinai va être plus grande que le alpha ici, que le taux de décroissance exponentielle. Donc l'entropie, elle mesure en quelque sorte le taux de décroissance exponentielle de ces ensembles cylindriques, et il y a une réciproque partielle qui est le théorème de Shannon, Macmillan, Bryman. Que je vais énoncer en supposant mu ergodique. Alors, ça dit quasiment que l'entropie mesure exactement le taux de décroissance des cylindres, mais il faut préciser un petit peu. Alors, quel que soit delta positif, et quel que soit n assez grand, il va exister un ensemble de mots de longueur n. Donc il existe un ensemble de mots de longueur n tel que la mesure de tous les ensembles cylindriques correspondants est à peu près exponentielle moins n fois l'entropie. Alors il y a des petites erreurs à delta près, quoi. Donc ça c'est pour tous les mots qui sont dans B.
Et puis, cet ensemble de mots, il remplit un ensemble de... Alors ça, oui, ça je voulais le garder, donc pour l'instant, ça je le laisse. Alors, voilà, je vais continuer ici. Et la mesure du complémentaire de B, donc pour ça, ce que je veux dire par là, c'est la mesure, c'est la somme des mesures des cylindres dans le complémentaire de B. Est plus petit que delta. Alors, la mesure intervient ici. Donc je répète, voilà, c'est une espèce de réciproque qui dit qu'il y a un ensemble de mots qui, pour tout n, il y a un ensemble de mots qui couvre presque tout l'espace, au sens où la mesure du complémentaire est petite. Et ces mots-là, pour ces mots-là, c'est vrai que la mesure de l'ensemble cylindrique, c'est à peu près exponentielle moins n fois l'entropie. Et une conséquence directe de ça, c'est que bon, c'est quasiment la même chose, c'est que si je veux c'est quasiment la même chose, c'est que si je veux recouvrir tout mon espace des phases avec des mots de longueur n à delta près, j'ai besoin toujours d'à peu près exponentielle n. Donc le nombre de mots le nombre de mots dans cette famille B, c'est forcément à peu près exponentielle plus n fois l'entropie. J'espère. Chacun des ensembles cylindriques est de mesure à peu près exponentielle moins n fois l'entropie, et le nombre de ces mots est forcément comparable à exponentielle plus n fois l'entropie, puisqu'ils sont tous à peu près de la même mesure, et ils doivent recouvrir un ensemble de mesure 1, donc leur nombre est forcément de cet ordre de grandeur-là. Alors maintenant, voilà, on va se demander quel est un analogue quantique. Alors pour ça, il y a une littérature assez importante où un certain nombre d'auteurs ont voulu définir l'entropie d'un système dynamique quantique ou non commutatif. Et à chaque fois, ils se sont imposés comme contrainte que dans le cas particulier où le système dynamique est classique, on doit retomber sur cette définition. Mais de manière, de manière peut-être un peu surprenante, il me semble que personne ne se soit posé la question de savoir si la définition quantique convergeait vers la définition classique quand h-bar tend vers 0. Et alors que moi, j'avais besoin de ça. Donc en réalité, j'ai pas pu reprendre exactement j'ai pu reprendre aucune des définitions existantes, je m'en suis simplement inspirée. J'ai plutôt essayé de faire un analogue semi-classique parce que je voulais absolument garder cette propriété de passage à la limite quand h-bar tend vers 0. Et voilà, il semble que personne n'ait eu besoin de faire ça auparavant. Donc,
Là, aujourd'hui, je vais exposer, sans donner tous les détails, une variante que j'ai introduite dans un premier article que j'ai écrit toute seule sur le sujet. Et probablement en janvier, j'expliquerai plus en détail une deuxième variante qui est ce que j'avais fait avec Stéphane Nonnenmacher. Il y a deux approches légèrement différentes. Même si, en fait, si on regarde dans la littérature les différentes définitions d'entropie non commutative, il y en a peut-être 3 ou 4 et elles ne sont pas équivalentes. Et voilà. Et du coup, dans la version semi-classique aussi, j'ai essayé 2 choses et les 2 définitions ont chacune leur avantage. Donc aujourd'hui, je vais présenter la première variante. Et puis à la rentrée, la variante que j'avais introduite, ce qu'on avait fait avec Stéphane Nonnenmacher. Donc il faut d'abord se demander ce que ça veut dire une partie, au sens quantique, qu'est-ce que c'est qu'une partition de l'espace des phases. Donc maintenant on est sur L2, on est sur un espace de Hilbert, qui dans notre cas ça va être L2 de la variété. Et ce qui paraît naturel de prendre comme définition d'une partition de l'espace des phases, c'est des opérateurs. Je remets un chapeau pour se souvenir que c'est des opérateurs qui vont remplacer la partition de tout à l'heure. Le fait d'être on va leur demander que la somme fasse l'identité. Et puis ça paraît raisonnable aussi de leur demander d'être des opérateurs positifs, même si, voilà. Donc l'auto-adjoint positif. Il faut se souvenir que maintenant, la loi d'évolution quantique, hein, c'est le propagateur, c'est le propagateur unitaire engendré par le Laplacien. Donc P, c'est mon opérateur de Schrödinger. Et donc, de la même manière que dans la définition de l'entropie de tout à l'heure, on prenait à la fois les éléments de la partition originale et on les transportait aussi par la transformation phi. Ici, on va prendre, ce qu'on va appeler PI de T. C'est l'opérateur PI, mais qu'on a conjugué. Alors, je vérifie dans quel sens, voilà. Qu'on a conjugué par le flot unitaire engendré par... Ça revient, ça remplace ce qu'on avait dit tout à l'heure de prendre les images des éléments de la partition par le système dynamique. Et je pense que je vais effacer ça. Et donc la variante numéro 1 que j'avais considérée pour essayer de définir l'entropie, c'est de définir toujours une mesure sur l'espace des suites. Alors ψh, c'est la même notation que tout à droite, hein, c'est notre fonction propre du Laplacien. Et je vais définir la mesure. Si j'ai un mot alpha 0, alpha n-1, je vais définir la mesure de l'ensemble cylindrique correspondant comme étant un élément diagonal de matrice. Alors, et là, je vais mettre ψh, auquel j'applique d'abord l'opérateur P alpha 0, puis l'opérateur P alpha 1 évolué au temps 1, et jusqu'au temps n-1. Alors je pense que ça sera pratique pour la suite. Ce produit, là j'ai un produit de n opérateurs, je pense que je vais le noter comme ça. P1. Voilà, c'est l'opérateur associé au mot alpha 0, alpha n-1. Et alors ce qui
qui se trouve, ce qui est bien dans cette définition, c'est que cette mesure-là, je vais l'appeler juste mu h peut-être. Donc mu h, elle vérifie aussi, vous vous souvenez, c'est pour ça que je les avais laissés, j'avais ces deux propriétés-là. Elle vérifie toujours la propriété 1. La propriété 1, c'est simplement parce que on a que la somme, elle est vraie déjà au niveau des opérateurs. C'est une propriété qui est vraie déjà au niveau des opérateurs, que si je somme tous les opérateurs correspondant au mot, si je somme sur la dernière lettre alpha n, je retombe sur l'opérateur associé au mot précédent. Et elle vérifie 2 aussi, et par contre, tout à l'heure, le fait que 2 soit vérifié, c'est parce que j'étais partie d'une mesure qui était invariante par la transformation phi. Là, ça va être, le fait que 2 soit vérifié, c'est vrai si je pars d'une fonction propre. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si je somme maintenant, si je rajoute une lettre au début du mot, si je somme sur toutes les premières lettres et que je recopie, en fait, je tombe sur l'opérateur associé au mot alpha 0, alpha n-1, mais transporté par l'évolution en temps 1. Donc le fait que mu h vérifie la propriété 2, c'est parce que l'évolution préserve la fonction propre. Donc il y a vraiment un parallèle exact entre les deux. Et alors, peut-être pour pas entretenir le mystère sur comment on va choisir ces opérateurs P, pour ce qu'on va faire, on va prendre, on peut se contenter. En fait, on va prendre une partition. On va partir d'une partition classique. Je commence par, et même en fait, je vais prendre une partition qui dépend que de la position. Ça, c'est pas indispensable, mais c'est pour se simplifier la vie. Donc je prends une partition de l'espace des phases, mais qui en fait est une partition de M. Et donc j'ai envie de prendre comme PI chapeau. J'ai envie de prendre, idéalement, on voudrait prendre l'opérateur qu'on obtient en quantifiant la fonction indicatrice de PI. Et l'avantage d'avoir pris une partition qui dépend uniquement de la position, c'est que c'est simplement, dans ce cas-là, c'est simplement un opérateur de multiplication. On pourrait prendre une partition qui dépend aussi de l'impulsion, mais ça n'apporterait rien de particulier. Donc il faut penser vraiment juste à ces opérateurs PI chapeau, ce sont des fonctions indicatrices correspondant à une partition classique. Il y a un point technique que je ne vais pas trop développer, c'est qu'on a vu que si on veut utiliser les méthodes du calcul pseudo-différentiel, on a toujours besoin de dériver les fonctions, et donc en fait, en réalité, on ne va pas prendre une fonction indicatrice, mais on va un petit peu en réalité, on va la régulariser. On la remplace par une fonction lisse qui approche la fonction indicatrice. Alors, cette opération-là, en réalité, c'est la source de pas mal de complications techniques, mais je vais faire comme si ces complications n'existaient pas. Donc, vous pouvez vraiment y penser comme étant, voilà, PI chapeau, vous pouvez y penser vraiment comme étant une fonction indicatrice régularisée, mais venant d'une partition classique. Oui.
Oui, mais oui. Mais il y a pas mal de petits ennuis. Oui. Quand je régularise, je peux régulariser de manière à garder ça. Mais je vais quand même, ça n'empêche que je vais passer sous le tapis un certain nombre de petits ennuis liés à cette régularisation. Alors, je pense que voilà, maintenant je peux effacer ça. Alors, ce qu'on aimerait faire, c'est évaluer l'entropie de cette mesure μh et voir si ça passe à la limite quand h bar tend vers 0. Peut-être une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'il faut se rappeler que mu, je m'intéresse à une mesure mu qui est obtenue comme ça. Ça veut dire qu'on a bien, on a bien que mu h en utilisant les règles du calcul pseudo-différentiel, quitte à avoir régularisé comme il fallait, mais on a bien que mu h, on a bien la propriété que quand h bar tend vers 0, le long d'une sous-suite, ça converge bien vers mu. Qui vient de cette propriété-là. Ça, c'est modulo l'histoire de la régularisation. En fait, quand on régularise, on veut être sûr que la mesure limite, elle ne met pas trop de masse au bord de la partition. Parce que c'est comme quand on fait des limites faibles de mesure, s'il y a de la masse au bord, on a des petits ennuis, donc on veut être sûr que quand on régularise, il n'y a pas trop de masse qui est mise au bord de la partition. Donc mais on peut le faire, et je vais faire comme si ce problème n'était pas très important. Alors, ce qui donne espoir de pouvoir évaluer l'entropie de mu, c'est une estimée. Le point de départ, en fait, c'est une estimée dispersive que j'avais démontrée. Je vais l'énoncer en courbure constante pour simplifier. Donc, elle existe aussi. Donc, je vais supposer que la courbure est constante égale à -1, mais il y a le même genre d'estimée en courbure négative variable. Et cette estimée dit que si je regarde un opérateur, l'opérateur associé à un mot P alpha 0, P alpha n-1, et que je le restreins, il faut le composer par un projecteur spectral. Ça, c'est le projecteur spectral de l'opérateur de Schrödinger. Donc je me restreins à des énergies proches de 1. Alors la norme de cet opérateur de L2 dans L2, en fait, on a une borne supérieure qui décroît exponentiellement avec n.
D, c'est la dimension de la variété. Et par contre, il y a une constante qui explose, qui est en h bar puissance D. Puissance D sur 2, pardon. Donc, vous voyez comment est fait cet opérateur P-chapeau. C'est un produit d'opérateurs de norme 1. Et le projecteur spectral aussi, il est de norme 1. Donc, on peut faire une estimée triviale qui est de dire que voilà, c'est un produit d'opérateurs de norme 1. Donc, la norme du produit, c'est plus petit que 1. Mais en fait, ce que nous dit cette estimée, c'est que si n est assez grand, la norme du produit est en fait beaucoup plus petite que 1. Elle décroît exponentiellement avec n. Je crois que je peux effacer ça. Alors j'expliquerai d'où vient cette estimée. Mais du coup, si on admet cette estimée, ça nous donne une borne supérieure sur toutes les mesures des cylindres, puisque le projecteur spectral ici, il vaut l'identité sur la fonction propre. Donc ça implique juste par Cauchy-Schwarz, on a la même borne supérieure sur les mesures des ensembles cylindriques pour μh. Voilà. En fait, il y a un petit epsilon là probablement. Comme ici, j'ai un petit epsilon. L'énergie ne vaut pas exactement 1, donc la vitesse de propagation, c'est pas exactement 1. Donc en réalité, que je l'écrive bien, il y a un petit epsilon qui est exactement le epsilon d'ici. Et dont on peut... En fait, si j'avais pris l'équation des ondes au lieu de prendre l'équation de Schrödinger, j'aurais vraiment une vitesse de propagation qui ne dépend pas de l'énergie. Je pourrais éviter d'avoir cet epsilon. Voilà, donc ça c'est très bien parce que ça nous dit que la mesure à h bar fixé, la mesure des cylindres décroît exponentiellement vite. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut conclure Est-ce que je peux conclure que l'entropie de μh est plus grande? Vous vous souvenez, l'entropie, on avait dit, en fait, l'entropie, elle ne prend pas du tout en compte la constante de vent. Elle prend vraiment uniquement en compte l'exposant. Donc on aurait envie de dire que l'entropie de μh est plus grande que d-1 sur 2. Et ensuite, comme l'entropie, elle ne peut qu'augmenter par passage à la limite, ça devrait nous donner on devrait pouvoir passer à la limite, puisque l'entropie elle a cette propriété de semi-continuité supérieure. Malheureusement, on ne peut pas faire ça directement parce que, si vous regardez la mesure μh, l'opérateur, là, il n'est pas positif. C'est un produit d'opérateurs positifs, mais il n'est pas lui-même positif. Donc ça, c'est des nombres complexes. Donc on a bien une mesure invariante définie sur un espace de suite, et cette mesure est bien invariante par décalage, mais c'est une mesure complexe. Voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'entropie, c'était vraiment basé sur la concavité du log. Donc ça passe pas du tout. C'est parce que mu est... Voilà, on a une mesure complexe. Donc, en fait, même ça, c'est pas l'entropie de cette mesure complexe, il n'y a pas de définition satisfaisante.
Alors dans cette première variante du travail, j'avais réussi à m'en sortir en reprenant un petit peu l'idée du théorème de Shannon-Macmillan, en disant que l'entropie, elle mesure aussi un peu le nombre de mots qu'il faut pour couvrir presque tout l'espace. Donc je m'étais basée je vais pas voilà, j'avais regardé le nombre de mots de longueur n. Et la question, c'est comment on mesure le fait que les mots correspondants couvrent presque tout l'espace au sens de la mesure μh, puisqu'il faut se souvenir maintenant, c'est une mesure complexe. Donc dire qu'un ensemble est petit ou grand pour une mesure complète, c'est pas tout à fait évident ce que ça va vouloir dire. Et la quantité qui paraissait pratique, c'était... vous vous souvenez, il faut dire que le complémentaire est de petite mesure. Alors j'avais... Voilà, bon, j'ai dû effacer, mais si vous avez peut-être ça dans vos notes, j'ai vraiment essayé de copier la remarque, le théorème de Shannon-Macmillan tel que je l'avais énoncé tout à l'heure. Donc on va essayer de compter le nombre de mots de longueur n qu'il faut pour que voilà. Et la question, c'est comment on mesure le fait que le complémentaire de ces mots est petit. Et il se trouve qu'une notion qui a bien marché, c'est de mesurer le complémentaire de cette manière-là. Donc je veux que la somme des opérateurs P dans le complémentaire appliqué à psi soit petite en norme. Et je vais prendre 1 sur n log. Je prends l'inf. Donc ça, c'est une espèce d'entropie, mais modifiée. Hein. Je vais lui mettre un tilde. Alors, il va résulter de... Bon, j'ai décidé de ne pas donner la preuve complètement détaillée de cette approche, parce que je détaillerai plus au mois de janvier l'approche que j'avais faite avec Stéphane. Mais en fait, il se trouve que l'estimée dispersive permet de donner une borne inférieure sur ces entropies-là. Pourquoi ? Parce que là, on sait que chaque cylindre a une petite mesure, ça veut dire que forcément, il en faut beaucoup pour recouvrir l'espace. Donc elle est plus grande que d-1 sur 2. Et puis on perd quand même quelque chose à cause de la constante. J'ai oublié de dire, mais ce qui est vraiment important dans l'estimée dispersive, c'est que n, vous voyez que pour qu'elle soit non triviale, il faut que cette décroissance exponentielle, elle l'emporte sur cette mauvaise constante. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ça, on peut le démontrer pour n qui est n'importe quel multiple de log h. Donc on est quitte à prendre, ici on peut mettre n'importe quelle constante de sorte que
cette décroissance exponentielle, la constante devient presque invisible. Et là, je vais le voir ici en disant que si je prends n égale a fois log h, ça va faire... bon, là, le terme qui est ici, je peux le rendre arbitrairement petit. Et ensuite, cette entropie-là, j'ai réussi à montrer qu'elle passait à la limite. Alors malheureusement, vous vous souvenez, dans le théorème de Shannon-Macmillan, j'avais dit que c'est si mu est ergodique que je peux conclure que l'entropie, c'est vraiment ce qui mesure la décroissance des cylindres. Pour pouvoir vraiment conclure donc, le résultat qu'on obtient à la fin, c'est que si on savait que mu était ergodique, en fait, comme tout repose sur le théorème de Shannon-Macmillan dans cette approche, si mu est ergodique, on peut bien conclure que son entropie est plus grande que d-1 sur 2. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a aucune raison de... Enfin, on ne sait pas du tout, quand on passe à la limite, quand on prend une mesure mu obtenue comme limite des fonctions propres, on ne sait pas du tout si ce qu'on obtient est ergodique ou non. Donc cette hypothèse, c'est un petit peu optimiste. Le vrai résultat, c'est qu'en général, on peut juste dire que mu, elle a des composantes ergodiques d'entropie plus grande que d-1 sur 2. Donc on peut dire que son entropie est positive, strictement, et même plus précisément, en fait, une mesure qui est invariante par un système dynamique, on peut toujours l'écrire comme une combinaison convexe de mesures ergodiques, parce que les mesures ergodiques, c'est les points extrémaux de l'ensemble des mesures invariantes. Et on peut dire que parmi ces composantes ergodiques, il y en a qui sont d'entropie plus grande que d-1 sur 2. Il y en a une proportion positive. C'est-à-dire, dans la décomposition ergodique de mu, il y a une proportion positive de composantes ergodiques qui sont d'entropie arbitrairement proche de d-1 sur 2. Moins epsilon pour tout epsilon. Alors, je ne donne pas plus de détails parce que c'est un petit peu long. Et puis, j'avais décidé de donner plus en détail. Mais il y a cette idée. La chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'en fait, quand j'ai dit que c'était une entropie semi-classique, c'est que d'habitude, je ne fais en fait pas tendre n vers l'infini. Je fais à la fois tendre. N est toujours relié à h. Le temps auquel on calcule l'entropie. On ne fait pas d'abord tendre n, le temps vers l'infini, puis h vers 0. On prend toujours n un grand multiple de log h. Et il y aura toujours. C'est pour ça que je dis que c'est une version semi-classique de l'entropie. On n'est pas parti d'une vraie définition d'entropie d'un système quantique, puis on a fait tendre h vers 0. Voilà, alors dans le temps qu'il reste, je veux revenir sur cette estimée dispersive dont on se resservira. Alors oui, peut-être, donc en janvier, je démontrerai la version plus forte, c'est ce qu'on avait fait avec Stéphane Nonnenmacher.
On a en réalité vraiment réussi à démontrer ça, mais sans passer par cette approche, parce que voilà, sans utiliser le théorème de Shannon-Macmillan. On a vraiment pu montrer que l'entropie de la mesure mu est plus grande que d-1 sur 2. Alors, dans le temps qui me reste, voilà, je veux commenter cette estimée dispersive et je voudrais, j'espère que j'aurai le temps, comparer avec ce dont Semyon va nous parler au séminaire, le principe d'incertitude fractale, parce que dans ce qu'il a fait, il y a une estimée qui ressemble pas mal à ça. Et en fait, la manière dont il la présente, on a l'impression que c'est très proche, mais en réalité, c'est quand même des résultats de nature très différente. Alors, je vais d'abord dire un peu d'où ça vient, cette estimée dispersive. Donc on s'intéresse à cet opérateur. Alors je vais le réécrire. Je réécris sa définition développée. Et puis on le restreint à une fenêtre spectrale. Alors en fait, si on développe vraiment, si on réécrit que ça c'est vraiment on peut dans la version développée, on peut la réécrire un peu différemment. On peut la réécrire. C'est comme ça. En développant vraiment ce que ça veut dire l'évolution d'un opérateur, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on peut l'écrire. En fait, donc ça, c'est l'opérateur dont on veut évaluer la norme de L2 dans L2. C'est parce qu'en fait, si... Ouais, j'aurais dû développer. Si je fais par exemple... si je regarde juste les deux derniers termes, donc il y en a un qui est évolué au temps n-2 et le suivant au temps n-1. Si je développe vraiment ce que ça veut dire, là, ça va faire U moins n-1, U n-1. Et lui, ça va faire U n-2, U moins n-2. Donc en fait, les évolutions, elles se simplifient 2 à 2. Il reste à chaque fois juste l'évolution au temps 1. Donc c'est deux manières d'écrire le même opérateur. Et si je veux évaluer la norme de L2 dans L2, le dernier là qui apparaît, comme il est unitaire, je peux le supprimer. Donc en fait, si on regarde ce que fait cette succession là d'opérateurs, donc au départ j'ai une fonction cutoff qui me localise tout dans le morceau numéro alpha 0. Après, j'applique l'évolution au temps 1. J'applique l'évolution quantique au temps 1. Et après un temps 1, j'applique un nouveau cutoff qui localise tout dans le morceau alpha 1. J'applique de nouveau l'évolution au temps 1. Et puis je fais ça n fois. Et à la fin, voilà, j'applique un cutoff qui localise tout. Donc en fait, c'est pour aller de là à là,
J'ai appliqué le temps n, ou peut-être n-1 de l'évolution quantique. Pour le passage de là à là, c'est juste que j'ai propagé par le flot de Schrödinger au temps n-1. Et simplement, à chaque temps entier, j'ai en plus appliqué une fonction cutoff. Donc on va d'abord regarder ce que fait le propagateur de l'équation de Schrödinger, non pas sur ma surface compacte, mais sur son revêtement universel, qui est l'espace hyperbolique. Et même, en fait, au départ, ce qu'on veut, c'est évaluer la norme de L2 dans L2, mais en fait, une fois que j'ai décidé que celui-ci, il ne m'intéresse pas, je vais en réalité évaluer la norme de L1 dans L infini. Ce qui veut dire que pour faire ça, il suffit de regarder ce que fait mon opérateur quand je l'applique à une masse de Dirac. Donc je vais faire juste une preuve un peu graphique. Donc, ça, c'est un dessin qui est censé être dans l'espace hyperbolique de dimension D. Et je vais partir d'une masse de Dirac, qui est une masse de Dirac, c'est un peu comme une onde sphérique, en fait, qui contient toutes les fréquences. Mais maintenant, ma masse de Dirac, je commence par la tronquer en énergie. Donc au départ, je pars d'un état initial qui est une masse de Dirac, mais que je tronque en énergie. Ce qui la régularise. Et je regarde ce qui se passe quand je la propage, quand j'applique le propagateur de Schrödinger à cette masse de Dirac. Et on peut faire ça en utilisant, on peut faire ça en utilisant une approximation WKB, ce qui veut dire qu'on peut vraiment se baser complètement sur la propagation classique. Ça va donner la bonne réponse, en fait. Donc si je regarde la propagation au temps t de cette condition initiale, au temps t, je me retrouve sur la sphère de rayon t. Donc cette masse de Dirac, si je lui applique le propagateur de l'équation de Schrödinger, c'est comme une onde sphérique, je la vois juste se déplacer le long de sphères. Et au temps t, je me retrouve avec une onde qui est comme ça. Il faut se souvenir que le propagateur... alors, quel est l'aire de la sphère de rayon T dans le plan hyperbolique? C'est exponentielle T fois D-1. En fait, dans le plan hyperbolique, les sphères de rayon T, elles ont une aire qui croît exponentiellement vite. Et il faut se souvenir que le support, la taille du support de l'onde a tendance à croître exponentiellement vite, mais si on veut que si la norme L2 doit être préservée, comme celui-ci il est unitaire, le propagateur est unitaire, si la norme L2 doit être préservée, il n'y a pas le choix, c'est que l'onde, son amplitude doit décroître très vite. Et on peut faire le calcul explicitement, si on veut. L'amplitude de l'onde, c'est l'amplitude de l'onde. C'est exponentielle moins t sur 2 fois d moins 1. Finalement, c'est la seule amplitude possible pour que si j'élève au carré et que j'intègre sur la sphère, ça reste constant.
Après, comme on est sur le plan hyperbolique, si on veut, on peut tout écrire explicitement et le vérifier à la main, mais en fait, on peut le faire aussi par approximation dKW. Donc, c'est pas tout à fait une démonstration, mais ce terme de décroissance exponentielle, il vient vraiment de là. Donc, ce terme-là, c'est exactement celui-ci. Et la constante qui est devant, elle vient du fait que ma masse de Dirac tronquée en énergie, sa norme L2, sa norme L2 est grande en fait. Sa norme L2, c'est justement ça. Donc, l'idée de cette estimée de dispersion dans le plan hyperbolique, c'est vraiment l'idée d'une onde sphérique qui se propage et la norme L infinie en fait décroît exponentiellement vite. Alors ça, c'est sur le revêtement universel. Maintenant, quand on est sur une surface compacte, je fais le dessin en dimension 2. Bon, si on est sur une surface compacte, si je regarde la même chose qui se passe quand je propage une masse de Dirac, et que je regarde au temps t, quand le temps est grand, si je veux regarder ce qui arrive là, je vais avoir. Le problème, c'est qu'a priori, je vais avoir des trajectoires qui vont passer comme ça. La contribution de l'onde ici au temps t, elle va résulter de beaucoup de contributions qui correspondent à toutes les trajectoires qui vont d'un point à un autre en un temps t. Donc a priori, en un temps t, le nombre de géodésiques de longueur t entre deux points ça croît exponentiellement vite et malheureusement c'est exponentiel d-1 fois t. Donc même si chacune des trajectoires elle contribue exponentiellement t sur 2 fois d-1, si maintenant je veux sommer toutes les contributions, j'ai un problème parce que j'ai beaucoup trop de... Ce qui me sauve, c'est en fait d'avoir introduit à chaque temps les cut-offs, parce que en fait le fait à chaque temps entier d'avoir forcé la trajectoire à passer par alpha 1 puis par alpha 2, finalement ça me sélectionne. Par exemple, si j'ai sélectionné finalement une seule trajectoire, c'est celle qui passe d'abord par alpha 0, puis par alpha 1, puis par alpha 2, etc. Donc autant dans le plan hyperbolique, en fait, pour avoir une telle estimée dispersive, c'est juste vraiment une estimée sur la norme de L1, L infini du propagateur. Mais sur ma variété compacte, c'est vraiment important d'avoir imposé à ma trajectoire de passer par cette succession d'ensembles alpha 0, alpha 1, etc. Donc là, c'est ça qui fait que la borne reste vraie sur une variété compacte. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut que chacun des morceaux soit suffisamment petit pour être sûr de sélectionner une seule trajectoire. Donc il faut supposer que le diamètre il faut supposer que le diamètre de chacun des morceaux PI est suffisamment petit. Pour que cette estimée soit vraie. Alors je vais juste comparer avec ce dont Semyon va nous parler. Je ne sais pas tout à fait comment il va présenter les choses, donc je ne sais pas à quel point on verra le lien, mais dans les travaux de Dyatlov-Jean, il y a une estimée qui ressemble beaucoup, et qui est en fait assez différente.
et on en reparlera en janvier. Alors, ils sont partis de 2 fonctions. Bon, en fait, il pourrait y en avoir un nombre quelconque, mais pour eux, ils en ont besoin de 2. Elles doivent être C infini sur un voisinage de la couche d'énergie. Donc, c'est des observables classiques qui sont définis sur un voisinage de la couche d'énergie. Et on regarde qui chapeau, c'est l'opérateur quantique associé. Donc, ça va. Donc, on se donne un mot qui est juste une succession de 1 et de 2. Ça, c'est parce que pour eux, ils ont juste besoin de deux opérateurs. Et alors, ce qui est important, par contre, pour eux, c'est hypothèse. C'est qu'il y a un ouvert non vide. Comment dire ? On a besoin que le support. On a besoin que le support. Alors, on a besoin qu'il y ait un ouvert non vide qui n'intersecte. On a besoin qu'il y ait un trou dans le support de qui. Ce qui est important, c'est qu'il y a un trou dans le support de chacun des QI. Et l'hypothèse ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est vraiment des notations assez proches de ce que j'ai dit. C'est pareil, on regarde d'abord, une succession d'opérateurs, donc qui alpha 0, qui alpha 1 propagé au temps 1, et ceci jusqu'à un temps n. Vraiment exactement le même genre d'objet que là. Et de la même manière aussi, on restreint en énergie sur un voisinage d'une couche d'énergie. Et ça, ils ont montré que ce produit d'opérateurs, il a une norme assez petite, à condition, il faut que n... Alors là, on est toujours en courbure -1, et il faut que n soit plus petit que 2 fois log h. Alors, si on veut comparer les 2 résultats, ils sont en fait de nature... l'énoncé est présenté de la même manière, mais ils sont de nature assez différente. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas... Moi, c'était important de supposer que le diamètre de chaque pays était suffisamment petit, parce que je voulais surtout pas m'occuper je voulais surtout pas avoir à sommer un nombre exponentiel de trajectoires. Je voulais juste savoir que le long de chaque trajectoire, la norme L infinie décroît, et c'est tout. Eux, au contraire, on ne suppose pas du tout que le support de chaque QI est petit. Enfin, la seule chose qu'on suppose, c'est que c'est pas tout. On suppose qu'il y a un trou dedans. Donc le support, il peut être grand en taille. On suppose juste qu'il y a un petit trou quelque part dans le support. Et donc, dans leur énoncé, on se retrouve réellement avec ce problème de... Si on voulait réutiliser, entre guillemets, ma méthode, on aurait ce problème de sommer un nombre exponentiel de contributions. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas essayer de faire une inégalité triangulaire.
eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent vraiment de montrer qu'il y a des compensations de phase entre toutes ces contributions. Donc, c'est ce qu'ils appellent un principe d'incertitude fractale. Et ça prend vraiment en compte des annulations de phase entre toutes les trajectoires, entre beaucoup de trajectoires. Et peut-être une autre comparaison que je peux faire, c'est que donc, si on regarde la borne, comment elle dépend du temps, je vais regarder en fonction de n, c'est le temps, hein, c'est le nombre. Et là, en abscisse, je vais mettre le temps, et en ordonnée, je vais mettre la borne obtenue sur l'opérateur. Et puis, je vais comparer avec ce que dit notre résultat à nous. Alors déjà, dans ce cas-là, jusqu'à un certain temps, en fait, le résultat dit rien à cause de la constante. Et en fait, on peut montrer que si on est jusqu'au temps log h, log h, c'est vraiment c'est le double du temps d'Ehrenfest de ce que l'on avait appelé le temps d'Ehrenfest. Si on est jusqu'au temps log h, on peut vraiment montrer qu'on ne peut pas faire mieux que dire que l'opérateur il est de norme plus petite que 1. C'est vraiment sa norme, elle est d'ordre 1. Et par contre, ce que dit notre résultat, c'est que si on dépasse le double, si on dépasse 2 fois le temps d'Ehrenfest, on voit une décroissance exponentielle de la norme. Et c'est vrai pour n arbitrairement grand. Eux, dans leur cas, alors c'est la même chose si on va jusqu'au temps log h, qui est 2 fois le temps d'Ehrenfest. C'est pareil, on ne peut pas dire mieux que le fait que la norme vaut 1. Et eux, dans leurs résultats, ils sont bloqués. De toute façon, ils ne peuvent pas aller plus loin que 2 log h. Et alors, en fait, je n'ai pas été très précise. La seule chose dont ils ont besoin et la seule chose qu'ils énoncent, c'est qu'il existe un temps entre ces deux temps-là où on sait que la norme est beaucoup plus petite. Donc, en fait, c'est pour n, si je veux dire précisément, n égale 2 fois 1 moins epsilon log h. Il existe epsilon. Ils savent qu'il y a un temps entre ces deux échelles de temps où la norme est beaucoup plus petite. Et ils ne disent pas trop ce qui se passe avant ou après. Bon, je pense qu'on en reparlera, on en reparlera à la rentrée, et Sémione va nous en parler aussi. Mais c'était pour dire que d'un côté, les deux résultats se ressemblent pas mal, mais en fait, ils sont vraiment de nature très différente. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Oui. Je vous remercie.